Bonjour à tous, vous écoutez le 5e épisode de Champion Podcast. Aujourd'hui on est avec une championne, donc elle s'appelle Nabila Zagdoudi. Elle est capitaine de Toulouse Ovalie 13, tu es aussi internationale du 13 de France. Est-ce que tu peux te présenter, Nabila ? Oui, alors j'ai 35 ans, je travaille dans l'immobilier et dans le financement. Je pratique le rugby à 13 depuis un petit peu plus de 20 ans. J'ai commencé au collège et depuis je n'ai jamais arrêté. Voilà. J'ai toujours joué, j'ai toujours fait du rugby à 13 et joué à Toulouse Ovalie 13. Ok. Il y a plusieurs thèmes d'interview possibles. Il y en a une, ça peut être pourquoi 20 ans, pourquoi plus de 20 ans de rugby à 13. Et ça sera aussi une façon de défendre ton sport. Là, on est sur une interview, ça peut être soit une interview, soit peut-être un débat. Mais honnêtement, je pense qu'on aura souvent le même avis ou que sinon tu vas m'apprendre des choses. Donc moi, ça m'intéresse de parler de rugby à 13, ça m'intéresse d'apprendre des choses. Donc, enchanté Nabila. Là, on n'est que deux, donc moi je m'appelle Pierre. Il n'y a pas d'autres intervieweurs aujourd'hui, donc face à face, on fait une rencontre rugbystique. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que tu as toujours travaillé. Oui, toujours. J'ai toujours travaillé. Alors en fait, j'ai commencé le rugby, j'étais au collège. J'ai continué au lycée, à la fac et ensuite le travail. Donc, je n'ai jamais arrêté parallèlement du coup à mon parcours scolaire et à mon travail. Et donc le rugby à 13, c'est amateur, on peut le dire. Complètement, c'est complètement amateur. Complètement amateur, oui. Même si on tend vers quand même de haut niveau, c'est ce qui aujourd'hui, c'est l'objectif aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça reste quand même un peu amateur, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le rugby qui brille le plus aujourd'hui au niveau de tout ce qui va être médiatique, c'est le rugby à 15. Le rugby à 13 reste quand même une plus petite fédé par rapport au 15. J'ai fait un stage à la FFR 13 oui. En 2016. J'ai revu des photos où tu es dessus. Donc un match à Avignon face aux Anglaises. Exact. Donc moi à l'époque, sur la photo, je reconnaissais Calice, oui. Varela, qui était capitaine. C'est ça. Et là, quand je revois les photos, je connais un tout petit peu mieux les joueuses et je te reconnais dessus. On va pouvoir parler, alors il y a 3-4 sujets importants. Le premier, c'est Nabila Zagdoudi, qui est-elle ? D'accord. Deuxième sujet, Toulouse Ovalie 13. Oui. Troisième sujet, le 13 de France, D'accord. féminin. Oui. Et le quatrième thème, c'est plein de petites questions. D'accord, ok. Ok, nickel. Est-ce que tu as un surnom ? Oui, Nabi. C'est mon Nabi, surnom. ok. Voilà. On a fait une interview de 15istes et les surnoms, c'était les missiles, le sécateur. Ce genre de surnom. Est-ce que tu as un surnom comme ça, un peu un peu de... Non. J'ai pas tellement de surnoms. Ok, bon, très bien, Nabi, très bien. Donc tu nous as dit à quel âge tu as commencé le rugby, donc ça fait plus de 20 ans. Je voulais te demander une semaine type et le nombre d'entraînements que vous faites. Alors, on fait 2 entraînements semaine, donc on s'entraîne le mardi et le vendredi. Et ensuite, on joue les matchs du coup le dimanche. Et on joue à peu près, en moyenne, tous les 15 jours. Donc ça, c'est pour les entraînements communs. Et ensuite, tu as ta prépa à toi personnelle, entre la muscu, où tu es censé quand même y aller 2 à 3 fois par semaine. Voilà. Vous avez accès à une salle de muscu qui est incluse ? Non, pas du tout. Là, je veux dire, c'est avec tes propres moyens que tu fais. Tu fais comment, toi, pour te muscler, Inscription dans une salle de sport. Ok. Et ensuite, on a un programme proche de chez toi ? C'est ça, proche de chez moi. On a un programme de muscu, de renforcement musculaire qu'on doit faire. C'est le staff de l'équipe de France qui te l'envoie ? Exactement. Loïc Carpen, peut-être ? Loïc Carpen, oui. Ok. C'est quoi que vous travaillez ? C'est tout. Alors, tu as une partie renforcement musculaire, donc ça, c'est la salle de muscu. Là, tu vas faire tout ce qui va être prise de masse,
tu vas travailler aussi tout ce qui va être explosivité, donc tu fais de l'haltérophilie, tu vas faire, tu vas soulever des barres, Okay. tu fais tout ça, quoi, du soulevé de terre, Ok, tu fais des tractions, et puis après tu as aussi un programme cardio, donc là c'est sur le terrain, où là tu dois renforcer ton Courir. cardio. Exactement, Ok, courir, ok. ce qui est très sympathique. Ok, donc tu le vois dans la muscu, toi, en fait. C'est une séance physique que tu dois faire à côté. En fait, ouais, c'est ça. Tu as ton programme, tu as tes entraînements communs de club, et Ouais. parallèlement à ça, tu vas avoir ta préparation physique d'équipe de France. Ok, nickel. Ok. Voilà. Bon, ça fait des semaines. Ça fait des grosses semaines, ouais. Ok, Quand ok, il faut ok. tout concilier avec le travail, ouais. Et du coup, ce que je m'étais noté aussi pour que tu me connaisses un tout petit peu, c'est je suis pas spécialiste de 13. Je pense juste que toutes les formes de rugby sont intéressantes, qu'il y a des qualités physiques dans le 7, dans le 13, dans le 15, que c'est toujours intéressant que les rugby apprennent à travailler les uns avec les autres. Donc, on pourra développer ce sujet-là, il y aura des questions un peu plus précises. Mais je suis pas un spécialiste, donc des fois tu auras l'impression que je connais un peu un tel, et des fois je risque de poser des questions de débutants. Donc, Oui, non, il n'y a pas de souci. Et j'aime voir, alors je me suis aussi noté, j'aime bien voir quand le rugby masculin et féminin est médiatisé. Est-ce que tu veux parler de cette médiatisation? Est-ce qu'il y en a assez ou pas assez? Bon, Alors, tu veux je dire me doute. spécifiquement pour le rugby Au à 13? 13, Ouais. ton équipe ou Alors, ta sélection? Nous, par rapport à notre club à nous, c'est vrai qu'en fait, on n'est pas très médiatisé. D'une façon générale, le rugby à 13 féminin, même si on commence quand même à y mettre les moyens, notamment, je pense que chaque club déjà développe sa communication interne. Tu as quand même la fédération aussi qui parle du rugby à 13 féminin, mais ça reste encore minime, si je peux me permettre, par rapport à la médiatisation du rugby à 13 masculin, où là tu sens que quand même tu as un petit peu plus de temps de parole, ou du moins d'articles de presse. On le voit un petit peu plus, mais après c'est normal parce que c'est des clubs aussi qui sont beaucoup plus structurés par rapport à des clubs féminins, où là tu as beaucoup moins de monde. Moi je vois par exemple pour le Toulouse Olympique, Oui. 13, donc ils sont très très bien structurés, et ils ont vraiment un pôle pour la communication, on parle beaucoup d'eux. Bon, après c'est normal, c'est un club aussi qui est pro par rapport à un club aussi qui reste L'équipe amateur. 1 du Théo est pro? Oui. Alors je savais pour les Dragons catalans. Oui. L'équipe 1 du Théo, j'ai aussi entendu parler d'une époque où ils faisaient un peu de déménagement, enfin ils travaillaient un peu à côté, et ils étaient peut-être semi-pro à une certaine époque. Ouais, je pense que c'était dans les débuts. Parce que je pense que là, ils sont quasi tous pros. Hein. Ok. Il me semble Ok. qu'ils sont quasi Oui. tous pros. Dès que c'est plus des jeunes, dès qu'ils sont un peu confirmés, ils sont pros. Ok, Ouais, ok, ils sont ok. pros, là, ils évoluent du coup en championship. Parce qu'ils ont Deuxième division anglaise, ouais. Exactement, ok. exactement. Et après, tu as les Dragons catalans qui, eux, évoluent en Super League. Oui. Et là, tu sais que tu as quand même un plus gros statut, et tu as quand même un club qui brille déjà au niveau du championnat anglais. Est-ce que tu peux nous parler de... Ça fait combien de temps que tu es capitaine de Toulouse Ovalie? Alors, ça fait combien de temps? Ça, je ne saurais plus te dire, parce que j'ai été capitaine, puis je l'ai plus été. Et là, si je ne me trompe pas, ça va faire depuis le départ d'Alice, puisque c'est Alice qui était capitaine. Et donc, du coup, je pense que ça fait 1 an que je suis capitaine. Ok. Ouais. Et ça fait... Tu as toujours été dans ce club, et ça a toujours été en... Non, ça n'a pas toujours été en senior, tu as commencé en jeune. En fait, non. On a tous commencé en senior. À quel âge? J'ai commencé, j'avais 13 ans. Et j'ai commencé avec ma sœur Sonia, qui elle avait 11 ans. Et à l'époque, en fait, si tu veux, t'avais pas de catégorie. On n'avait pas de catégorie, si tu veux, il n'y avait pas suffisamment de filles pour créer une catégorie minime cadette, une catégorie junior et une catégorie senior. Donc en fait, on était toutes mélangées, et on se faisait doublement surclasser pour pouvoir essayer de jouer les matchs. Ouais, tu te rends compte? 11 et 13 ans. Ouais. C'est bien ce que tu as dit, ouais. Ouais, on se faisait doublement surclassé pour pouvoir jouer. Ouais. C'est toi la grande sœur? C'est moi la grande sœur. Je savais pas. Et vraiment, je savais pas. Donc, j'ai déjà entendu le nom Zach Doudier. Ouais. Je sais pas exactement si mon tuteur de stage, il connaissait plutôt Sonia, ou s'il avait discuté avec toi. Enfin, un Geoffroy. Oui, avec Sonia. Ok. Avec Sonia. Ok.
Je pensais que c'était la grande sœur, mais bon, Et peu non, importe. ouais. Elle est grande de taille, mais... Elle est quoi? Elle est grande de taille. Oui, oui, oui. Enfin, pour moi, mais c'est moi qui suis affirmée. Et c'est aussi le fait qu'elle soit coach. Donc je me suis dit, si elle joue plus, alors peut-être que... Elle a été coach. Oui. Elle a été coach, mais elle ne l'est plus. Mais elle est toujours proche du club. Elle est proche du club. Elle est joueuse. Elle est joueuse. Elle est toujours joueuse du club. Ok. Même si elle a un peu de mal à tout concilier, puisqu'elle est aussi étudiante en médecine. Donc elle a un concours aussi en fin d'année qui fait que du coup, elle a du mal à être assez disponible. Et je viens de finir de voir 13 filles en Ovalie. Oui. Donc voilà, j'ai des infos peut-être en décalage. Oui, tu as raison, elle était coach. Sur la vidéo, sur le reportage, elle était coach. Ouais. Et c'est ça aussi que je vois dans la médiatisation, c'est pour avoir des infos à jour, ben, ça serait bien que vous ayez la parole. Alors je dis pas qu'il faut que ce soit forcément avec moi, avec nous, et j'aime bien 13 mondial. Donc voilà, c'est bien qu'à un moment, ben, vous puissiez un peu plus vous exprimer, qu'il y ait un peu plus de médiatisation, mais voilà, faut des journalistes derrière. Enfin, moi je suis pas journaliste, j'ai pas de carte, il n'y a pas de carte dans mon podcast. Dans les 8 membres, il y a 0 carte de presse. Mais c'est vrai que c'est là que c'est intéressant que vous ayez la parole en fait. Même si c'est pas que à Toulouse-Ovalie. Donc le Capitana c'est assez récent. Oui. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je vais te dire que ça se passe bien. Pourquoi? Parce que je suis l'une des anciennes, si tu veux, en quelque sorte. Donc une pionnière. Donc ça, si tu veux, j'ai un peu un capitana naturel, en quelque sorte. Et donc, parce que j'ai de l'expérience, parce que je suis aussi peut-être aussi membre du bureau du club, qui fait que du coup... à quel titre? Titre de trésorière. Ok. Donc, voilà. Donc du coup, ce qui fait que peut-être... je pense que c'est pour ça que ça se passe bien aussi. On vient de devenir une asso. Et j'en ai monté une autre avec des amis sur autre chose et enfin bref. Ok. Enfin, vous fonctionnez en tant qu'asso, pareil, c'est asso, club, c'est des réunions de temps en temps. Exactement. On est une association mais un club, donc association 1901. Oui. Et du coup, par contre, si tu veux, tu as essentiellement des joueuses qui sont membres du bureau. On est un peu un club en autogestion, si je peux me permettre. Tu as la présidente qui était une ancienne joueuse, qui ne l'est plus aujourd'hui, enfin qui n'est plus joueuse, mais qui est présidente. Stéphanie Pagès. Il y avait Stéphanie Bras, mais elle ne l'est plus. Et aujourd'hui, notre présidente, c'est Nathalie Busca. Ok. Et ensuite, tu as Wita Benchoub, qui est la secrétaire. Et puis moi, je suis trésorière. Ok. Donc si tu veux, on est, ce qui est compliqué aussi dans le club, c'est qu'on manque de bénévoles. Donc tu as un petit peu une casquette avec... trésorière, capitaine, joueuse. Ouais, joueuse. Et quand tu rajoutes à ça aussi l'équipe de France, ça en fait pas mal. Ok. Ouais. Sachant que tu as un métier avec des responsabilités. Aussi. Manquerait plus qu'un peu de vie privée familiale. Écoute. Donc c'est pas une question, c'est une question indirecte, c'est-à-dire on en parle si tu veux en parler, on n'en parle pas s'il n'y a pas besoin d'en parler. Mais voilà, le cocktail, ça fait pas mal de temps et pas mal de... C'est ça. Ok. En fait, tu passes beaucoup de temps. Alors c'est soit le travail, du coup, soit le rugby. Et c'est vrai que ta vie privée, du coup, tu la mets un petit peu, c'est un peu en option, quoi. Donc pas facile, de tout concilier, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous dire sur toi avant qu'on passe sur ton club et qu'on parle vraiment sur moi sur la joueuse, sur la capitaine, sur ton parcours et les années que tu as pu passer au Théo? J'ai passé de très très bonnes années au sein du club. Je trouve que le point fort, et je pense que c'est ce que j'apprécie le plus, c'est que j'ai vu le club évoluer en fait. Et c'est vrai que moi j'étais une jeune joueuse où on m'a formée, et j'arrive finalement, si tu veux, c'est l'effet inverse. C'est moi qui maintenant transmets et en quelque sorte un peu forme les nouvelles joueuses. Et ça me fait plaisir parce que ça me permet de voir que le club continue à perdurer. Tu vois, même si tu te dis, si demain je m'en vais, ou que j'arrête suite à une très grosse blessure,
je me dis, je serais contente de savoir que le club continuera. Et c'est ça, en fait, pour moi, le plus important. Mais la saison prochaine, tu continues. Oui. Et après? Et après, bonne question. Bonne question. T'as pas encore fixé, Disons que je me suis fixé quand même l'objectif d'être sélectionnée pour la Coupe du Monde, ce qui est à la Coupe 2025. Du Monde. C'est ça. On sait où elle va être jouée? Non, pour l'instant, on n'a pas encore confirmation. On sait qu'elle ne sera pas jouée en France, mais potentiellement, ça serait entre peut-être une organisation qui serait faite en binôme avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, je ne sais pas trop pour l'instant. Là, la dernière, elle n'était pas déjà en Nouvelle-Zélande? Non, elle était en Angleterre. Ah, ok. Ouais, elle était en Angleterre. Ouais, c'est vrai. En plus, ça me... Ok. Ouais. Ok. Donc là, on va pouvoir parler Toulouse Ovalie. Oui. Est-ce que vous êtes l'équipe féminine du Toulouse Olympique 13? Non, pas vraiment. Non. Pas du tout, pas vraiment? Pas du tout. Pas du tout. Nous, on est un club complètement indépendant du Toulouse Olympique. Notre club, c'est Toulouse Ovalie 13. On ne joue pas du tout dans le même stade. Nous, on joue au stade Struciano, pas très loin du Crêpes. Mais par contre, on soutient le Toulouse Olympique. Du moins la section masculine, puisqu'on va souvent regarder les matchs. Et normalement, l'année prochaine, on pourrait essayer de faire une entente avec le club féminin du Toulouse Olympique. J'ai vu une page Instagram, donc je suis un peu sur Instagram, je discute dessus. J'ai vu cette page. Elles sont à quel niveau ces filles-là du Toulouse Olympique? Elles sont en développement. C'est-à-dire... C'est qu'en fait, alors l'année dernière, sur la saison 2022-2023, tu as en fait l'élite 1, qui était composée de 4 équipes. Donc tu avais la poule haute. La poule haute, exactement. Oui, l'année qui vient de se finir, la saison qui vient de se finir, ok. Poule haute, poule basse, et ensuite tu as en fait, tu avais du développement où participe le TO, Toulouse Olympique. Et il me semble après que tu avais une division nationale avec d'autres clubs qui étaient aussi en création. Donc en gros, tu as 4 niveaux. Ouais, je crois que c'est ça, tu en as 4, il me semble, de mémoire. Okay. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que tu as 4 niveaux. Ok. Après, ouais, ce qui est compliqué pour le Toulouse Olympique, c'est que la problématique qu'on a toute aujourd'hui, c'est le recrutement. Donc c'est l'effectif. Et le Théo, justement, manque d'effectifs. Et comme c'est un club aussi qui se monte, et je crois qu'il se monte depuis quelques années, elles évoluent en développement. En fait, elles ont quelques années pour se développer et pour en fait tendre, si tu veux, vers la poule en quelque sorte haute. Okay. Mais pour ça, il faut avoir recruté quand même un maximum de filles. Si vous fusionnez, ça peut... C'est l'un des projets pour la saison à venir, c'est justement de mettre en place une entente entre nos deux clubs. Ok. Donc Toulouse Ovalie, ça a à peu près le nombre d'années où tu es rentré, c'est début des années 2000. Exactement, c'était en 2001. 2001, ouais. Ok. Je suis rentrée en 2001 et je suis rentrée, et ça te fait rigoler, mais j'ai vu une affiche en fait de rugby à 13, de recrutement rugby à 13 au collège, qui avait été posée par la CPE en fait, qui avait son fils en fait qui jouait au rugby à 13. Et ils étaient en train de monter une section féminine. Et moi qui avais découvert un peu le rugby à 15 à l'école, ça m'avait plu, et donc du coup j'y suis allée naturellement en demandant quand est-ce qu'avaient lieu les jours d'entraînement. On y est allé une fois, j'y suis allée avec ma soeur, j'ai traîné un peu ma soeur avec moi, on y est allé. Et c'était particulier en fait, c'est vrai que le premier entraînement c'était particulier parce que déjà de devoir faire des passes en arrière, tu sais, voilà quoi, tout ça c'était un peu particulier. Finalement, on s'est motivé à faire un deuxième entraînement et on a motivé des copines, du coup, qui étaient au collège avec nous. Et ce qui a fait qu'en fait, c'était une bande de copines qui allaient jouer au rugby et voilà quoi. Et puis on a continué en fait au fil des années. Vous étiez combien au début aux entraînements? Parce qu'on a l'impression que vous étiez peut-être pas une équipe entière. Non, et que... je crois qu'on arrivait tout juste à avoir 13 filles. Okay. Tout juste à avoir 13 filles, mais tu avais en fait tout âge confondu. Tu avais des mamans qui avaient 45 ans et ma soeur qui avait 11 ans. Tu vois, c'était... tu vois, tu avais une espèce de disparité au niveau des âges.
Et c'est surtout que quand on se déplaçait justement dans des clubs qui avaient un petit peu plus de bouteilles que nous, on prenait des 50-0 quoi. C'était quoi ces clubs-là? T'avais le 13 Provençal qui jouait, t'avais le club de la Réole qui n'existe plus aujourd'hui. Ça me parle. Ouais. Et ensuite tu avais Pujol aussi. Donc c'est vraiment les gros clubs en fait qui sortaient du lot à l'époque où mais j'ai commencé. Aujourd'hui c'est pas tout à fait les meilleurs. C'est ça a complètement changé en fait. Pujol n'a plus de section senior féminine. Je crois qu'ils ont une section minime cadette il me semble. La Réole n'existe plus. Et le 13 Provençal, elles évoluent du coup en division nationale. Pas la poule basse, mais en dessous. Ouais, en dessous. Et ensuite, c'est ça. Et après, tu as eu l'émergence d'autres clubs. Ok. Donc, vous avez progressé petit à petit. Ouais. Vous avez été championne de France en élite 1 au moins une fois. Ouais. 2019. C'est ça. Première fois 2019 à Carcassonne. Ok. La saison suivante, c'était Covid 2020 ou c'était celle d'après? Alors attends, parce que non, on a été championne bien plus tôt. Je vais pas te dire des bêtises. En élite 1, ouais. On a été championne, je crois, 4 fois, il me semblait, si je te dis pas de bêtises. D'accord, et tu vois, ces infos-là, j'ai du mal à les trouver, donc j'aimerais m'y connaître un peu plus. Ouais, bien sûr. Mais je sais pas où sont les infos. Alors, c'est vrai que, tu vois, on en revient toujours au même problème. Oui. Sur le problème de la communication. Nous, on a justement un site internet sur lequel on essaye de partager un petit peu sur Facebook, sur Insta, sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il faut avoir des gens qui puissent alimenter ça. Et c'est pas facile d'en trouver. Mais la première année où on a été championne, pas dire des bêtises, mais c'était bien avant le Covid, je crois que c'était 2017, si je ne me trompe pas. On a été championne en 2017. On a fait 2017, on a fait plusieurs années de titre de championne. Donc, de toute façon, tu te souviens 4 fois avoir fait la fête avec le bouclier. Avec le bouclier, ouais. Au moins 4 fois. 4 fois, voilà, c'est bon. Maintenant, c'est l'envers. Donc, tu t'en souviens, tu peux pas te tromper, peu importe l'année, 4 fois. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était 2017 ou 2018. Parce qu'après, on a fait la Coupe du Monde en Australie en 2018. Donc, on a été championne, je crois que c'était en 2018. Donc, tu peux nous raconter un peu les titres? Ouf, si je m'en souviens. J'ai l'impression d'avoir 70 ans. Les titres. Alors, celui qui m'avait marqué, donc c'est celui qu'on a gagné à Carcassonne. Et vraiment, c'était... Là, on avait vraiment les anciennes, tu vois, des anciennes joueuses qui ont appris à arrêter. Mais je me souviens de Laure Soubiran, de Françoise Vincent, c'est des filles avec qui j'avais commencé. Mais que j'avais commencé à mes débuts, en fait. Et quand on a gagné ce premier titre de championne, enfin, on avait gagné un premier titre de championne en élite 2, et ensuite, dès qu'on a passé l'élite 2, on a été en élite 1, en fait. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'était des filles avec qui on avait créé le club, en quelque sorte, on a monté le club, et avec qui on a eu ce premier titre. Et ensuite, on a... du coup, on a, en quelque sorte, t'as eu le départ de certaines filles, ce qui fait que tu dois recruter. Donc, nouvelles filles, il faut pouvoir former. Et ensuite, tu regagnes un titre avec des nouvelles joueuses. Et en fait, chaque titre est unique. Parce que tu l'as gagné avec, tu vois, une ambiance tellement différente, tu vois. Et l'enjeu aussi, tu vois, le fait de jouer une finale contre une équipe qui, tu vois, avec qui on se tirait la bourre en quelque sorte. Quelle équipe? Alors, du coup, t'avais Pujol. Toujours les mêmes, celles que tu m'as dit tout à l'heure. On avait Pujol au début, c'était un peu compliqué. Et après, on a eu en fait une période où, si tu veux, on était vraiment un peu au-dessus du lot. Par rapport aux autres équipes, parce que elles se créent en quelque sorte, notamment l'équipe des DS catalanes et l'équipe de l'Escura. Et bizarrement, c'est des équipes récentes? Ouais, c'est des équipes qui sont quand même un peu récentes, ouais. L'Escure moins, mais les DS catalanes sont un petit peu plus récentes. Ok. Et en fait, si tu veux, c'est pareil, les DS catalanes, elles ont perdu 2 fois le titre. Elles ont perdu 2 fois en finale. Et c'est cette année où elles ont gagné, quoi. J'ai vu ça. Ouais. Elles font la fête. Je crois qu'elles font encore la fête.
Bah, elles ont raison. Hein. Une semaine, 10 jours après, Ouais, c'est ça, elles y sont encore. Bah, tu fais la tournée avec le bouclier, tu profites, hein, t'as tout l'été de toute façon pour en profiter, tout un an, une année pour en profiter. Elles ont les piscines et tout en Catalogne, elles sont... Ouais, elles se régalent, mais elles ont bien raison hein, de faire la fête en même temps. Ça faisait tellement de fois que ça leur passait sous le nez et quand tu l'obtiens... Et ça fait plaisir qu'elles y goûtent. Ouais. Donc, je vois ça sur les réseaux sociaux. Oui. Ok. Est-ce que tu connais des joueuses qui jouent à la fois à 13 et à 15? Oui, on en a une... Enfin, dans l'équipe, on a une joueuse qui s'appelle Charlotte Lemaire, qui joue à 13 et à 15. Et on a aussi des filles qui sont étudiantes et qui ont une section justement rugby à la fac, et qui jouent au rugby à la fac et qui jouent aussi en club. Pour prendre l'exemple de Charlotte Lemaire, oui. Elle est dans quel club? Je ne saurais pas te dire à 15. Je ne saurais pas te dire à 15 dans quel club elle est. Ouais. À l'époque, j'avais entendu parler de filles qui étaient au stade et à Toulouse-Ovalie. Ouais. Mais je ne sais pas si c'était super rare ou... C'était rare, hein. C'était rare. Et nous, on a eu le cas en fait d'une joueuse, Cynthia Mansart, je ne sais pas si ça te parle, qui a joué justement... alors elle avait joué à Blagnac à 15. Ouais. Et parallèlement à ça aussi, elle jouait à Toulouse-Ovalie, 13 ans. Et je crois que c'était l'année d'ailleurs où on avait, je crois, un match aussi international. Et c'est vrai que c'était pas facile en fait pour elle Ça fait trop de matchs. Trop de matchs, trop de risques de blessures. Ouais. Et puis c'est surtout quand tu as aussi les plannings, enfin les matchs en quelque sorte qui se chevauchent. Donc, tu privilégies quel club, tu vois, et quel sport en fait. Enfin quel sport. Le rugby, mais le 13 ou le 15. Oui. Donc elle a penché côté 13. Ouais, côté 13 parce qu'elle s'est engagée à 13 parce qu'elle avait des échéances, tu vois, à 13, notamment les matchs internationaux ou du moins de préparer la Coupe du Monde. Ouais. Mais ça n'a pas été facile parce que elle devait se rendre un peu disponible pour les deux. Quoi. Parce que vous, c'est pas une solution d'avoir des joueuses qui font plusieurs rugby, c'est plutôt il vous faut des trésistes. J'ai l'impression. Alors non, dans l'idéal, d'avoir des trésistes ou du moins des filles qui se consacrent au rugby à 13, ça serait top. Mais après, si tu as des filles qui font du rugby à 15 mais qui ont très peu de temps de jeu, si elles veulent venir jouer à 13, elles sont les bienvenues. Ok. Tu vois. C'est sûr que c'est difficile pour une fille qui joue à 15 et qui est énormément sollicitée par son club. Tu vois, elle ne pourra pas se dégager du temps pour venir jouer à 13. Mais tu vois, une fille qui a une licence à 15 et qui a très peu de temps de jeu, tu vois, plutôt que de rester sur le banc et tout, vaut mieux peut-être qu'elle vienne jouer à 13. Ouais. Tu vois, c'est aussi une manière de voir les choses. Ok. Et au pire, elle vient tester chez vous éventuellement. Elle voit comment ça se passe. Le vendredi soir, après l'entraînement, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe très très bien chez nous. Non, ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'après, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, le fait de pouvoir s'intéresser à d'autres sports, tu peux en fait, tu peux sortir en fait avec justement des techniques. Tu vois, nous, on avait voulu travailler, faire une session de judo cette année. On n'a pas pu la faire, mais on a trouvé que le judo pouvait être bien, notamment sur la technique de lutte. Tu vois, comment se dégager, tu sais, d'un plaquage, comment vite, tu vois, gagner son tenue. Tu vois, tout ça, en fait, on essaye d'aller, tu vois, dans chaque sport, aller récupérer un petit peu les skills, ou du moins, tu vois, récupérer des petits trucs qui nous permettront à nous, tu vois, d'être un petit peu plus performants, quoi. Oui. Et je pense que, tu vois, je dirais que la réciproque est aussi bonne, tu vois, pour des joueuses de 15 aussi, de venir à 13, tu vois, peut-être d'apprendre des choses aussi chez nous. Parce que 13 aussi, il faut le dire, hein, c'est physique, hein, parce que quand tu retournes sur la bande des 10, tu vois, en défense, tu recules à 10, tu repars. Vous courez beaucoup? Oui. Un peu plus peut-être? Ouais. Vous plaquez plus? Ouais, on plaque plus. Plus de plaquage par match? Plus de plaquage. Peut-être plus de ballons que vous avez et que vous devez manipuler, enfin vous devez faire des courses, plus de courses peut-être? Je dirais qu'on court plus, déjà. On a aussi beaucoup plus de techniques de lutte. Tu vois, parce qu'à 15, si je ne me trompe pas, tu vas quand même essayer d'aller chercher le sol. Alors qu'à 13, tu essaies quand même de travailler ta joueuse un petit peu plus en l'air pour ensuite venir la travailler et la mettre au sol. Tu vois.
Donc, tu as toutes ces techniques-là, tu vois, de bien plaquer la joueuse, de faire en sorte qu'elle tombe vraiment sur le dos. Ça te permet de gagner quelques secondes pour que ta défense puisse aller se replacer. Tu vois, tu as tout ça, en fait, qui rentre en ligne de compte. Et après, à 13 par rapport à 15, c'est qu'en fait, peu importe ton niveau, tu peux avoir, en fait du temps pour attaquer. Tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu as 5 tenues. Oui. Chaque équipe a 5 tenues pour aller marquer. Oui, ça oui. Donc, donc en fait... Cette règle-là, je l'ai. Voilà, donc en fait, si tu veux, l'équipe qui a le ballon a 5 tenues pour aller marquer. Si elle marque pas, donc un coup de pied, ou elle va essayer d'aller marquer, mais si tu veux, le ballon revient ensuite à l'équipe adverse. Donc si tu veux, tu as autant de chances, enfin les deux équipes ont autant de chances, si tu veux, d'aller marquer ou d'aller gagner, si tu veux. Alors qu'à 15, tu peux garder continuellement le ballon. Oui. C'est ce que je veux dire. Ah, en fait. oui, par là, c'est que tu peux avoir du temps de jeu. Tu vois, tu passes pas en fait, à part si tu fais des fautes, hein, mais tu passes pas en fait les 80 minutes à défendre. Tu vois, puisque tu récupères quand même le ballon. Tu as quand même la main sur l'attaque. Tu as les 5 tenues pour en faire quelque chose, sinon le ballon est rendu à l'équipe adverse. Oui, ça ouais. Ok. Donc c'est pour ça que je te dis, tu vois, à part si bien sûr tu fais trop de fautes, mais tu as autant de chances pour toi aussi aller marquer. Et ça peut se jouer sur des détails. Tu vois, une fille qui est mal placée, aller jouer justement sur elle, ça te permet de gagner une pénalité. Ou tu vois qu'il y a un sous-nombre, d'aller jouer sur ce côté-là. Tu vois, il y a tellement de choses en fait qui font que tu peux, tu vois, peut-être que défensivement t'es pas le meilleur, ou peut-être que t'as pas le gabarit qu'il faut. Tu vois, par rapport à une équipe qui a peut-être un gros pack d'avant, mais tu as tes chances aussi pour aller marquer. Ton jeu, il a changé, j'imagine. Tu joues quel poste? Moi, je joue 3e ligne. Donc tu joues devant? Ouais, je joue devant. À 13, ça correspond à quoi? C'est quoi tes tâches? Alors, mes tâches, en fait, j'ai en quelque sorte un peu un poste d'avant. Donc, je prends les ballons, je m'engage. Et j'ai aussi un poste un peu en quelque sorte de pivot. Donc, si tu veux, je peux faire jouer les filles. Et c'est ce qui me plaît bien en fait dans ce poste-là de 3e ligne, c'est que je suis un peu entre un 3/4 et un pilier. Donc c'est complet. C'est complet. Il y a un peu de tout. Ok. Je viens de finir un bouquin de Gareth Thomas, je sais pas si ça te parle, ancien joueur du Stade. Alors, les gens le savent ou le savent pas, mais en fin de carrière, il a testé le rugby à 13, il est passé de 15 à 13. Ouais. Tu es au courant? Non, je ne savais pas du tout. Il a fait ce changement-là à 35 ans. D'accord. Ça a été compliqué. Il a eu des sacrés plaquages, il a pris des autobus, enfin, il s'en souvient, il l'a senti passer. Il disait en gros qu'au 15, au haut niveau, c'était 5 actions pour 4 plaquages par match. Et qu'à 13, en Super League notamment, c'était 20 courses pour 30 plaquages. D'accord. Quand je vois ça, je me dis que le 13, c'est sous-coté. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai rien contre le 15, j'en ai fait 12 ans. J'aime bien le 13, mais je connais pas spécialement. Et j'aime bien le 7, j'aime bien. Mais quand je vois ces stats-là, je me dis, tu veux voir du spectacle, tu regardes la Super League. Tu regardes la Super League et ce que tu peux regarder aussi, c'est la NRL. Et là, tu es au niveau du championnat australien. Oui. Et là, tu es encore un petit peu plus au-dessus de la Super League. Et là, tu as du jeu, mais continuellement, de ces plaquages, de ces courses, de ces essais, mais magnifiques. Tout est spectaculaire. NRL, c'est chez les mecs. Chez les filles, c'est quoi? C'est W. Ouais, c'est ça. Tu rajoutes Women. Ouais, c'est ça. NRL Women. Ok. Ouais, et c'est spectaculaire. C'est aussi spectaculaire. Vous les avez joués? Alors les filles les ont jouées à la Coupe du Monde, donc on jouait contre l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ok. Et c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ça va vraiment à 2000 par rapport à ce que nous on fait actuellement. Et c'est vrai que je j'ai pas l'info. T'as été en Angleterre ou t'as été en Angleterre pour cette Coupe du Monde ou pas? Non, j'y ai pas été. J'y ai pas été pour des raisons en fait professionnelles, parce que c'était en fait au moment où je créais ma société. Et entre la création de la société et le programme qui nous avait été demandé, c'était un très gros programme de muscu. T'as pas pu tout faire? J'ai pas pu tout faire et j'ai préféré en fait être honnête
avec le staff et laisser ma place à une personne qui était complètement disponible à fond. Ok. Plutôt que de faire les choses à moitié. Puis au pire, le staff, ils te disent on te prend à moitié d'entraînement. Enfin, au pire, le staff a les infos et ils en font ce qu'ils veulent. C'est ça. Et j'ai préféré être honnête en fait d'entrée de jeu et leur dire que je me sentais pas capable en fait de pouvoir tout concilier. Ok. Et du coup, j'ai préféré être honnête et j'avais dit que voilà, pour moi, je voyais pas en fait faire les choses à moitié. Et je préférais qu'il y ait une fille vraiment qui puisse faire la prépa à fond, qui puisse tout faire à fond et qui sera aussi disponible pour la Coupe du Monde. Parce que pour la Coupe du Monde, c'est partir 2 semaines et il faut pouvoir aussi se le permettre professionnellement. C'est vrai que c'est assez rapide 2 semaines. Enfin, ouais, les matchs, ils sont tous les 4 jours. Là. Ouais, tous les 3 ou 4 jours, il me semble. Après, ça dépend toujours de combien d'équipes sont engagées en Coupe du Monde. Nous, quand on y avait été en 2008, en Australie, on avait 8 équipes. Il y avait 2 poules en fait. Et on jouait un match tous les 2 jours. Ouais. 80 minutes. 80 minutes. On jouait un match tous les 2 jours. Donc c'est pour ça que après le schéma avait changé pour les précédentes Coupe du Monde parce que celle de 2013 que ma soeur a joué aussi. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Elles étaient 4. Il y avait la France, l'Angleterre, il y avait l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est les quatre nations qui ont joué la Coupe du Monde en 2013. Seulement. Les autres nations n'avaient pas fait de déplacement. Après, voilà, c'est le problème aussi financier, hein, c'est de pouvoir engager une équipe nationale. Mais après, oui, et là, pour celle qui s'est jouée dernièrement, il y avait un petit peu plus d'équipes, hein, et notamment il y a eu le Brésil. Ah oui. Il y a eu le Brésil, tu as eu aussi, je crois, le Canada, qui a engagé une équipe. Okay. Mais par contre, tu vois, nous, on avait eu, je me souviens en 2008, on avait la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu avais la Russie, et on avait la Russie. Qui c'est qu'on avait l'Angleterre, on avait Nouvelle-Zélande, Australie, c'est d'autres qu'on avait les îles Cook. Okay. Donc si tu veux, tu avais aussi beaucoup d'équipes en fait qui étaient aussi proches de l'Australie qui ont pu, si tu veux, s'engager. Après, c'est compliqué quand la Coupe du Monde a lieu, peut-être en Angleterre aussi. Pas évident. Pour venir, ouais, ok, elles ont des soucis de budget, ok. Je pense que. Alors, on parlait de Gareth Thomas. Je te sors juste une autre citation qui est plutôt flatteuse, je pense. D'accord. Alors, le début de la citation, je te l'enlève. En gros, il dit qu'il a appris à la dure que le rugby à 13 était régi par le jeu. En maîtrisant les règles du rugby à 15, on peut devenir un bon joueur, mais pour exceller à celui à 13, il faut être capable de jouer. Donc moi, j'aime bien en fait quand il explique ça. Quand il explique que le rugby à 13, c'est le jeu, alors qu'à 15, en début de citation, il explique que c'est régi par des règles qu'il n'a jamais prétendu toutes connaître. D'accord. Et c'est vrai que dans le 13, voilà, il y a du jeu, il y a du plaquage, il y a un enchaînement dont on ne se rend pas forcément compte. Enfin, nous quinzistes notamment. Il y a déjà beaucoup de techniques et il y a beaucoup de rapidité. Okay. Et en fait, c'est vrai que tu peux... si t'es pas bon, tu peux pas, en quelque sorte... je sais pas que tu seras un bon joueur, mais pour être bon, il faut que tu sois et rapide, et technique, et dur aussi, quoi, tu vois. Et alors, je sais pas trop à 15, je pourrais pas te dire, tu vois, mais moi, je trouve qu'à 13 ans, aujourd'hui, c'est... Moi, quand je le vois, et quand je vois notamment des matchs de Super League ou de NRL, c'est hyper rapide. C'est hyper rapide, c'est hyper technique, et puis c'est beau, tu vois, c'est beau aussi à voir. C'est beau à voir, en fait. Il y a des joueurs du stade qui regardent ça. En fait, alors, il me semble que Romain Tamac, numéro 10 équipe de France, il apprécie le rugby à 13, il regarde ce genre de match. Alors je dis ça pourquoi ? Parce que l'épisode qu'on fait là, le but c'est de le mettre sur YouTube, c'est que les gens comprennent l'intérêt du 13. Et pour moi, le 13 peut inspirer les quinzistes. Que ce soit les filles ou les mecs, mais là je discutais un peu avec une fille qui est en Australie, qui à la base faisait du 15.
Et elle joue dans les deux disciplines, donc moi je trouve ça normal. Et à une autre époque, les mecs faisaient ça. Alors des fois, il y avait un club qui se mettait à dos parce qu'ils allaient jouer dans l'autre catégorie de rugby. Mais je trouve normal ces mecs qui passent du 15 au 13, qui font des tests. Alors après, il faut qu'il y ait des situations similaires dans les clubs, il faut que ce soit, on va dire, intéressant, et surtout s'ils ont une carrière à gérer. Mais... Alors, peut-être qu'en Australie, tu vois, ils ont peut-être cette culture. Ouais. Parce que pour eux, le rugby, ça reste du rugby. Et en Australie, ils le pratiquent dès le plus jeune âge. Tu vois, dans les écoles de rugby, c'est un peu... Et même en Australie, tu entends moins parler du rugby à 15. Tu vois, c'est plus le rugby à 13. En France, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué. On sent qu'il y a quand même une petite fracture entre les deux et qu'il faut bien dissocier le 13 et le 15. Alors que je trouve ça dommage, tu vois, parce que finalement, ça reste quand même du rugby et au contraire, je pense qu'on peut en tirer du bien des deux sports, quoi. Donc, petite précision, c'est bien les Australiens les meilleurs à 13, historiquement. Si on regarde le nombre de Coupes du Monde ou les championnats, c'est les Australiens qui sont un peu devant. Ouais. Et ensuite, il y a les Néo-Z. Ouais, c'est ça. Là où à 15, c'est un autre... c'est différent. C'est une autre hiérarchie. C'est ça. Et à 13, si tu veux, tu as une autre compétition qui est très importante, c'est le State of Origin. Oui, c'est une compétition ou c'est des matchs occasionnels? En fait, c'est des matchs, pas occasionnels parce que c'est tous les ans. Tu as 3 matchs tous les ans qui en fait qui mettent Alors, c'est selon les origines, selon l'origine des joueurs géographiques, ou là où ils sont nés ou là où ils ont commencé à jouer? Là où ils ont pris leur première licence. Okay. Et en fait, tu as les Blues et tu as les Maroons. En fait, c'est l'hémisphère sud contre l'hémisphère nord, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui a lieu toujours, chaque année en juin. Tu as 3 matchs ici au poste et c'est spectaculaire, quoi. Et tu regardes et chez les mecs, chez les filles. Chez les filles aussi, ouais. Okay. Chez les filles aussi, ça se fait. Et c'est super parce qu'en fait, tu peux être face à un mec qui est en club avec toi. Tu vois, et tu vois, c'est spectaculaire et c'est ce qui a, je trouve que c'est la compétition, c'est l'événement en fait phare et important en Australie. Il y a des matchs comme ça qui commencent à être faits en France. On a essayé, ouais. Nous, on avait justement un match des origines là, qui devait avoir lieu le 4 juin qui a été annulé par je pense que c'est un problème d'organisation qui a été annulé, mais on fait la Coupe des Provinces. Okay. Voilà, donc la Coupe des Provinces, nous on est qualifiés justement, on joue dimanche. Et donc dans cette Coupe des Provinces, tu as en fait notre poule à nous, donc c'est la poule Aquitaine, Toulouse, c'est un peu particulier, mais c'est Toulouse-Aquitaine, contre la poule Tarn-et-Garonne. Okay. Et dans la poule Tarn-et-Garonne, tu as l'Escure, tu as Aigues-Vives, et si je ne me trompe pas, je crois que tu as Limoux aussi. Ok. Voilà. Les Grizzlies. C'est ça, les Grizzlies de Limoux. Et on joue dimanche là à Limoux, à 15h30, pour la finale de la Coupe des Provinces. Ok. Dimanche, ok. Alors, pour revenir juste sur Toulouse Ovalie 13, donc vous avez été championne 4 fois, tu m'as dit. Est-ce que tu as une recette pour devenir championne? Une recette pour devenir championne Les questions pièges ou les questions compliquées? Non, franchement, moi je la trouve pas compliquée. La recette pour être championne, je dirais un bon groupe et de la folie. C'est bizarre, mais je crois que de la folie, ouais. Je pense que les plus belles finales qu'on a gagnées, un grain de folie. On avait un grain de folie, on avait un super groupe, on s'entendait super bien entre nous. Et en fait, c'est vrai qu'on avait une structure de jeu, bien entendu. Mais tu vois, il y avait le petit grain de folie de chacune, ou si tu veux, l'investissement supplémentaire de la fille qui fait qu'on a réussi, si tu veux, à soulever ce bouclier. Et je pense que c'est ce qu'il faut, c'est avoir surtout un bon groupe, quoi. Pas spécifiquement des très bonnes joueuses, mais avoir un bon groupe.
Tout à l'heure, tu parlais de Pujols qui était problématique, enfin, c'était des finales compliquées. Elle était de quel côté, Alice Varela? Et Alice Varela, justement, elle était à Pujamas. C'est une ancienne Pujolaise. Oui. Une ancienne Pujolaise. Et puis, comme elle a fait ses études à Toulouse, ce qui était plus simple pour elle, c'est de jouer dans un club à proximité. Et elle nous a rejoint à Toulouse-Ovalie. Nickel. Et c'est de là qu'elle a aussi gagné des titres. Ok. Pujolaise. Donc, elle a gagné un titre. Elle a gagné des titres avec Pujamas contre nous. Et puis, elle en a gagné avec nous. Mais non, pas contre Pujol, mais contre d'autres équipes. Ok. Est-ce qu'il y a un peu de bagarre à 13? Un peu de chocolat, un peu de... Franchement, je dirais pas trop. Okay. Sincèrement, pas trop. Parce qu'en fait, tu as cette possibilité, déjà, dans le jeu, de mettre de bons plaquages. Ouais. Et donc, ce qui fait que tu n'as pas besoin finalement de castagne, quoi, en quelque sorte. Un bon plaquage bien placé suffit et évite justement d'avoir des cartons. Et alors, tout à l'heure, tu nous as dit ton âge, bon, 35 ans, très bien. Ouais. Comment ça va physiquement? Et physiquement, ça va. Pas de douleur, pas de courbature, pas de... disons que c'est plus sur la récup. Tu vois, après un match, tu récupères moins vite. Je récupère moins vite qu'il y a quelques années, quoi, en quelque sorte, tu vois. Tu sens que là, tu mets plus une semaine pour récupérer. Ok. Et actuellement, à Toulouse, il y a un changement de génération? C'est ça. C'est un changement de génération. Disons que tu as quelques anciennes. Il y a une joueuse, par exemple, qui a 37 ans, qui continue à jouer et qui est hyper athlétique, tu vois, et qui est maman. Tu vois, dans l'équipe, on a des filles qui sont mamans et qui jouent. Oui. Et tu as aussi des jeunes qui ont la moitié de leur âge. 20 ans, presque. ouais, c'est ça, 20 ans. Okay. Et on a aussi, c'est un des objectifs, c'est d'avoir une section minime cadette. Okay. Et on a 3 jeunes cadettes qui s'entraînent un peu avec nous aussi aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai que tu as un peu deux générations, en quelque sorte. Donc peut-être que ces cadettes, vous pourrez aller les chercher. Alors je dis pas vous, toi tu as déjà plusieurs casquettes, mais peut-être dans les collèges et les lycées, c'est notamment dans les projets de la Fédé. C'est ça. Le projet de la Fédé, c'est le développement du rugby à 13 et aussi du rugby à 13 féminin. Donc nous, voilà, ce qu'on veut, c'est pouvoir créer justement une équipe minime cadette. Aujourd'hui, on en a 3. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on compte sur le recrutement dans les collèges, éventuellement aussi dans les lycées, pour justement avoir cette équipe-là qui pourra par la suite, si tu veux, être... Vous remplacer, voilà, ça sera le vivier en quelque sorte, si tu veux, de l'équipe. Il faut de la formation. C'est ça. Parce que déjà, il y a l'objectif équipe de France, il y a l'objectif de rivaliser avec des grandes nations. Exactement. D'en devenir une. Ça serait un très bel objectif. Et après, ce qui est compliqué, voilà, c'est que, en fait, d'une année à l'autre, tu as l'impression, tu vois, comme tu as des filles qui s'en vont, tu es obligé de recréer à nouveau. T'avances, tu recules. C'est ça. Ok. C'est complètement ça, et c'est ça qui est, je pense, un peu pénible à la longue. C'est que j'ai joué un match international contre l'Angleterre à Biganos. On les a accrochés, je crois que ça s'est joué, le match c'est fini, égalité. Je crois que c'était 14-14 et on prend un essai vraiment de dernière minute, tu vois, qui fait que du coup elles égalisent. Mais si tu veux, on était vraiment accrocheuses, tu vois. Et en fait, des années plus tard, on joue contre l'Angleterre. Nous, on a un peu reculé, mais l'Angleterre a fait un bond exceptionnel. Tu vois. Donc c'est là où c'est un peu compliqué. Donc là, ce que tu dis en fait, c'est que sur tous les matchs que tu as fait face à l'Angleterre, ça progresse pas forcément. L'équipe de France progresse pas forcément d'un match à l'autre. C'est un peu compliqué parce que, par exemple, là pour la Coupe du Monde, tu as eu un gros noyau quand même d'anciennes joueuses ou du moins de joueuses expérimentées qui ont fait la Coupe du Monde.
Et ensuite, ont arrêté. Et ce qui fait que là, quand on a joué le dernier match contre l'Angleterre, on est allé jouer à Warrington. 28 avril, ouais. Match, exactement. Ouais. C'est là, en fait, on a eu une équipe de France complètement nouvelle, en quelque sorte, puisqu'on a intégré des nouvelles joueuses et qui sont aussi jeunes. Oui. Donc c'est bien parce que ça va te permettre en fait de travailler avec ces joueuses-là pendant un certain laps de temps. Pour la suite, ouais. Pour la suite, exactement. Donc tu prépares quand même la Coupe du Monde pour 2025. Tu as quand même 2 ans quand même pour la préparer. Donc ce qui est important et je pense que c'est l'objectif aujourd'hui du staff. Mais voilà, c'est vrai que en fait, il me semble que tous les 4 ans, tu te dis est-ce que ton équipe de France, ça ne change pas quoi. Alors que à la différence de notre équipe de France, l'équipe d'Angleterre, si tu veux, a continué avec les mêmes filles qui sont parties en Coupe du Monde et va poursuivre, si tu veux, sur 2025. Parce qu'elles sont un peu plus jeunes, alors elles sont professionnelles ou elles sont semi-pro en Angleterre. Je pense que t'as des filles qui sont semi-pro. Ouais. Alors, je fais la première dédicace de notre épisode. Là, c'est une déesse catalane qui a répondu à mes questions. Tu vois, il y a des filles sympas qui m'apprennent des choses, même sur les réseaux sociaux, même sur Instagram. Donc on m'a expliqué que les Anglais c'est plutôt semi-pro, qu'en Australie il y a des filles, Australie, Nouvelle-Zélande, il y a des filles qui sont pro, voire même bien payées. Ouais, il y en a qui sont quand même bien payées, Ok. Et c'est vrai que ce match-là contre l'Angleterre, je l'ai regardé. Oui. En tant que supporter, j'étais pas bien. Et tu étais sur le terrain, titulaire. Titulaire. T'as fait la Serbie aussi Non. C'était autre chose, c'était un autre match, une autre équipe. Disons que ça aurait été mieux dans l'autre sens, tu vois. Je pense jouer les Anglais en premier et après jouer la Serbie. Parce que, disons que la Serbie, si tu veux, elles sont un peu... déjà, elles avaient un niveau quand même, tu vois, un peu... c'était une équipe qui se constituait en quelque sorte. Et elles ont... Alors, je sais pas trop comment est leur championnat, tu vois, en Serbie. Mais voilà, tu sentais qu'il y avait beaucoup plus de facilité pour aller marquer quand tu vois déjà le score. Tu te dis que c'était quand même un petit peu plus simple. C'est une balade. Oui, c'est une balade. Disons que c'est pas... c'est pour ça que je te dis que dans l'autre sens, j'étais mieux, c'était que parce que si tu te mets en Serbie, tu t'affrontes la Serbie, c'est vrai, certes, tu te mets en confiance, mais ça a été tellement trop simple qu'on a un peu déjoué contre l'Angleterre, tu vois. Je dis pas que c'est parce qu'on a joué contre la Serbie avant, c'est pas ça du tout, tu vois. Mais j'aurais plus préféré qu'on soit, tu vois, dans le dur dès le début. Dès le début, quoi. Dans le dur avant d'affronter la Serbie. Ok. Mais après, c'est bien parce que ça a quand même permis aussi de jouer, de mettre en place le système, tu vois, que les filles puissent jouer aussi ensemble. Donc, ça a quand même posé certaines bases, tu vois. Mais disons que c'était trop simple contre la Serbie. C'est quoi la hiérarchie européenne? Donc, les Anglaises sont fortes, notamment au niveau Europe. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres équipes contre qui vous bataillez? Non, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que nous, on fait beaucoup de test-match contre l'Angleterre. Parce qu'il manque des pays, parce qu'il manque des équipes, parce que tous les pays n'ont pas une équipe de rugby à 13 féminine. Alors, il y a ça. Et il y a aussi, nous, notre volonté, je pense... jouer les meilleurs. Voilà. D'aller chercher quand même, d'aller jouer les meilleurs, mais pouvoir se confronter face aux meilleurs et d'aller se mesurer ou du moins d'aller vraiment essayer d'aller chercher quand même un peu l'excellence, en quelque sorte, tu vois. Plutôt que de jouer quand même contre des équipes qui ont un niveau un petit peu plus bas. C'est pas comme ça qu'on voit... Mais ces équipes existent. Il y a une équipe d'Italie féminine, il y a une équipe, je sais pas, Pays de Galles, Alors Écosse. Tu as Pays de Galles, puisque j'ai su que l'Angleterre avait joué contre le Pays de Galles. Oui, elles ont déjà joué ou c'est dans... Elles ont déjà joué contre le Pays de Galles. Okay. Et ensuite, tu as une équipe, tu as l'équipe de la Serbie, et tu as une équipe... c'est pas l'Italie, contre qui elles avaient joué les filles. Écosse, Géorgie, Irlande. Non. Mais voilà, il y a un peu moins d'équipes à 13 qu'à 15. Et le tournoi destination, c'est pas
quelque chose que vous faites. Vous, il y a peut-être tournoi des Nations chez les mecs et encore, c'est pas tout le temps. C'est ça, c'est pas tout le temps. Mais tu as, comment ils appellent ça? Je crois que c'est la Coupe d'Europe, il me semble. Je crois que c'est ça qu'ils jouent. Mais c'est pareil, je suis pas sûre qu'elle ait été jouée dernièrement. Je crois qu'elle n'a pas été jouée. Mais il y avait ce triangulaire-là, en fait. Tu avais, je crois, Pays de Galles, Angleterre, France. Et. Chez les mecs? Chez les mecs, okay. Mais chez les filles, non. Parce que bon, plus de matchs peuvent peut-être permettre de la progression. Exactement. Des matchs internationaux, tu peux beaucoup plus facilement progresser. Quand tu joues un match international tous les ans, c'est pas facile. Ok. Alors, je te pose mes dernières questions, Toulouse Ovalie. Oui. Attends, tu m'as pas la dédicace. La dédicace? C'était quoi? Je peux dire merci à Ophélie Colette, des DS catalanes. Ouais. C'est une des filles qui m'a aidé j'avais juste quelques questions pour comprendre et les anglaises et ceci et cela, comment elles sont payées, comment ça se passe, comment éventuellement les françaises elles peuvent progresser. Il y a des jours comme ça où j'ai des questions et voilà, elle a répondu aux questions. Parce qu'après moi ça me prépare les interviews où je comprends un peu mieux. Je comprends un peu mieux, donc c'est cool. C'est cool. Et chez les DS, j'avais pu écrire un article sur Christina pour le rugby ministère. J'avais pu écrire sur Alice Varela, que j'avais interviewé aussi avec la FFR 13 après une défaite contre l'Angleterre. Les Anglaises, vous les avez pas encore battues? Non. Ça n'est pas encore arrivé, c'est un objectif. C'est un objectif, bien entendu. Du moins de coller au score. On l'a fait un an, je te dis, il y a une année où on a réussi à le faire. On a fait un match nul, on a fait égalité. Mais c'est le seul match, si tu veux, où on a été très accrocheuse. Et après, il y a eu un match, il y a le match que les filles ont joué juste avant la Coupe du Monde. Et elles ont perdu, je crois, 38-12, il me semble. Donc, si tu veux, on voit qu'on resserre un petit peu plus au sport. Mais le problème, c'est que tu changes souvent tu as l'impression de recréer à chaque fois un nouveau groupe, quoi. Et ce qui est compliqué, c'est de ne pas pouvoir travailler avec les mêmes, au moins pendant 4 ans, quoi. Alors, ok, ça se joue en partie sur le terrain. Forcément, tu vas te motiver pour le match, tu vas te dire tes parties prenantes, et si tu fais un bon match, tu as des chances de gagner, etc. Mais ça se joue aussi sur... elles sont semi-pro, elles peuvent s'entraîner. C'est là que je suis frustré pour vous. C'est là que je sais que y a une logique d'entraînement, il y a une logique de préparation. Bien sûr. Il y a une logique de moyens aussi qui sont mis en place. Il y a une logique de moyens qui est mise en place. Là, on nous demande en fait d'être des pros, mais il faut que ce soit toi. En fait, c'est à toi de faire tous les efforts, en quelque sorte, toi la joueuse, de faire tous les efforts pour pouvoir en fait et être sélectionnée en équipe de France, ce qui est tout à fait normal, mais au moins accrocher, aller chercher un résultat, tu vois. Et en fait, c'est vrai que c'est pas facile parce que nous, on a déjà un championnat qui est pas hyper compétitif parce que quand tu as aujourd'hui 4 équipes en poule haute, tu peux pas suffisamment jouer de matchs. Donc c'était peut-être mieux quand il y avait 8 équipes, c'est ça? C'est l'autre formule, c'est poule haute plus poule basse réunie? C'est ce qui est envisagé pour la saison prochaine, c'est d'avoir une poule unique. Donc en fait, il y a vraiment plusieurs leviers. Plus d'équipes engagées à 13, plus de matchs à 13, et plus de moyens, notamment pour l'équipe de France. Moi, c'est comme ça que je le vois en quelque sorte. Ok. Il y a eu un article que j'aimais bien sur 13 mondial. Donc c'est notamment le président de la Fédé qui expliquait pourquoi il y avait eu ces défaites-là avec des scores lourds. Oui. Il expliquait que c'était un acte isolé. Alors chez les filles, il expliquait que il y avait des absentes, des nouvelles joueuses, etc. Que c'était une équipe en pleine reconstruction. Qu'avant ça, il y avait eu des matchs encourageants. Et lui, ce qu'il disait, notamment, ce qu'ils allaient mettre en place, c'est une recherche de joueuses de Nouvelle-Calédonie qui sont éventuellement en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Fait qu'ils n'allaient pas se fermer ces options-là.
qui prévoyait un suivi individuel des joueurs dès les U17. Donc je pense que c'était joueurs et joueuses. Faciliter les départs à l'étranger. C'est-à-dire, imaginons Nabila Zagdoudi, tu as 19 ans, J'ai envie d'aller en Australie, d'aller voir les kangourous, ils vont t'aider. Notamment, comme le fait Perrine Monsara. Exactement, Perrine Monsara qui évolue du coup dans la réserve de l'USOR. Et ça, c'est un des leviers de progression, c'est un des... Complètement. Là, je pense que c'est un régal pour elle aujourd'hui, déjà de jouer au rugby à 13 là-bas, d'apprendre des meilleurs. Et c'est pour moi, si tu veux vraiment te perfectionner, la seule solution que je vois, c'est de t'entraîner avec les meilleurs en quelque sorte. Donc soit en Australie, soit en Angleterre. Ouais. Okay. Aujourd'hui, je suis allée chercher vraiment des nations, qui sont très bonnes. Parce que le développement du championnat français, ça va mettre trop de temps ou plus de temps. Déjà, non seulement nous, on a un problème d'effectifs, recruter des joueuses, c'est très compliqué, ce qui fait que tu n'as pas beaucoup de engagés, donc pas beaucoup d'équipes, et tu joues pas beaucoup de matchs à 13. Ouais. Donc si tu veux, tout cumulé fait qu'aujourd'hui, on a un championnat qui est un peu pauvre, et le championnat pauvre fait que notre équipe de France, on aimerait l'avoir un petit peu plus efficace, mais tu es obligé de faire un petit peu avec les moyens que tu as. Ouais. Donc c'est vrai que de faciliter les échanges ferait que les filles découvriraient le sport à l'étranger, le rugby, tu t'entraînes avec les meilleurs, automatiquement... Donc s'il y a plus de filles qui font le déplacement, peut-être que ça peut plus amener, peut-être que... Ouais, ça peut être plus encourageant. Ok. À Toulouse, t'en as pas qui sont partis, pas pour le moment? Non, pas pour le moment, non, on n'en a pas. Ok. Dans 13 filles en Ovalie, j'ai pu voir que vous aimez bien le film 300. Dans les cris de guerre, non? Oui, c'est ça, ouais. Vous aimez bien? On aime bien, ouais. C'est sympa. Je sais pas si tu peux nous le faire là, si tu l'as, si tu te sens de... Je me sens de faire les cris de guerre? Ouais. Alors c'est compliqué parce qu'en général, c'est moi qui l'impulse et c'est les filles qui répondent. Ouais. Tu vois, comme dans 300. Et en fait, notre cri de guerre à nous, c'est Zoulouzen. Aou, Zoulouzen, Aou, c'est qui les meilleurs? C'est nous. Tu vois. Ça veut dire quoi, Zoulouzen? Alors, Zoulouzen, c'est un mix entre des Zoulous, donc un peu de folie, tu vois. Zoulou, en fait, Zoulou, c'est un peu des... Zoulou, la folie, un peu Zoulou, dans le sens où on a... C'était une équipe, en fait, avec une grosse mixité sociale, avec des filles de toute origine, en quelque sorte. Ce qui fait que c'était un peu des Zoulous et Zen à la fin pour reprendre un peu la fin de Toulousaine, tu vois. Et en fait, c'est ce qui a fait que on a créé un peu ce mot-là. Ok. Donc dans 13 filles en Ovalie, disponible sur YouTube. Oui. J'ai pu voir qu'effectivement il y a des filles qui venaient des quartiers. Oui. Donc comme tu disais tout à l'heure, il y a différentes origines. J'ai pu voir ce que c'est de travailler un tenue ou l'arrachage de ballon ou tout ce travail-là. J'ai pu voir qu'il y a des filles qui venaient dans le club de Toulouse parce que c'est une famille, parce qu'il y a de la solidarité, parce qu'elles seront mieux là que dans d'autres clubs un peu moins attractifs. J'ai pu voir qu'en juillet et en août, vous manquez, que 2 mois les unes sans les autres, c'est compliqué. Ouais. Encore en 2023, c'est les filles changent, mais vous manquez et il y a toujours ce lien, il y a toujours... C'est ça, on essaie toujours de faire des trucs entre nous. Mine de rien, c'est un peu une deuxième famille, ton club de rugby, parce que tu passes énormément de temps avec elle. Tu fais beaucoup d'activités avec elle. Après, oui, nous, moi, j'étais originaire d'un quartier en Palot. Et tu as eu en fait dans l'équipe, tu as eu des filles issues de quartier, comme tu as eu des filles en fait qui, moi j'étais collégienne issue d'un quartier, tu avais des filles qui travaillaient, tu as des filles notamment qui venaient de Nouvelle-Calédonie. Donc
tu vois, qui venaient pour les études de Nouvelle-Calédonie, qui se sont en fait greffés à l'équipe, qui ont adoré. Donc si tu veux, on était aussi un peu leur deuxième famille en quelque sorte. Donc ce qui fait qu'en fait on a eu des liens, un lien social très marqué et très rapproché. Ouais. Ok. J'ai aussi cette citation: une femme qui entraîne, ça ne pose pas tant de soucis que ça. Donc c'est quelqu'un que tu connais bien qui a prononcé cette phrase. C'est bien ça? Oui. Ouais. Donc ça fait plaisir, parce que tu vois, au Stade Toulousain, saison prochaine, c'est des filles qui vont entraîner. Oui. Mais jusque-là, c'était plutôt des mecs qui coachaient, c'est des entraîneurs qui viennent de chez les mecs, qui viennent transposer, viennent amener ce qu'ils amènent, mais là, j'ai vu avec notamment Marion Perronnet que c'était cool de voir ses potes, anciennes internationales, qui vont apporter, qui vont amener, qui vont coacher, etc. Tu vois, c'est quelque chose qu'elles apprécient. Vous l'avez déjà? Nous, on l'a déjà. Et avant Sonia, on avait déjà une ancienne joueuse aussi qui le faisait un peu naturellement avant qu'on ait vraiment aussi un coach. Parce que quand tu crées une équipe, c'est toujours compliqué en fait d'avoir déjà une structure. Donc il faut quand même rechercher des coachs. Et c'est vrai qu'au tout début, en 2000, c'était pas facile d'avoir des coachs pour des clubs féminins. Donc c'est une fille qui l'avait fait, c'était Laure Soubiran, qui l'a fait un peu de façon un peu naturelle. Et nous, on n'a jamais eu en fait ce souci-là d'avoir des entraîneurs femmes. Ça nous a jamais posé de problème. Et on a aussi beaucoup de femmes qui sont présidents ou présidentes de clubs. Ok. Du coup, Nabila, là on peut parler équipe de France. Oui. Ok, nickel. T'as commencé quand l'équipe de France? Pareil, je dirais, j'ai commencé en 2016, si je ne me trompe pas. Ok. T'as fait combien de Coupes du Monde? J'ai fait une seule Coupe du Monde. Ok. Tu peux nous raconter un peu, c'était quel pays? L'Australie, c'était en 2008. Ok. Après, il y avait la Coupe du Monde de 2013, mais que j'ai pas fait parce que je m'étais blessée, je me suis fait le rupture du ligament croisé. Un peu avant, donc du coup j'ai pas pu y participer. Mais l'Australie, une Coupe du Monde, déjà c'est énorme, et de la jouer en Australie, c'est encore plus énorme. Ça donne quoi un souvenir de vie de groupe, des sorties que vous avez pu faire, des petits déplacements, enfin, qu'est-ce que vous avez vécu là-bas, quelle ville vous avez visité Alors en fait, si tu veux, moi j'ai plusieurs images en tête. C'est déjà les matchs, parce que c'était la première année en fait où l'équipe de France avait été engagée en Coupe du Monde, excuse-moi. Donc si tu veux, personne ne nous connaissait, personne ne connaissait notre niveau. Et c'est vrai que la première chose, quand on est arrivé justement et qu'on s'est présenté aux nations étrangères en quelque sorte, c'est que les gens étaient un peu surpris parce que on était assez féminine, parce que on était très jolies par rapport à d'autres nations, tu vois. Donc en fait c'est vrai que les gens ne nous connaissaient pas, et quand on nous a vu rentrer, ils étaient un peu surpris quoi, parce qu'ils se sont dit c'est bizarre en fait d'avoir une équipe de France très féminine, tu vois. Donc ça c'était un souvenir qui m'avait marqué. Après les matchs aussi qui ont été le premier match qu'on a joué, c'était contre l'Australie. Donc pareil, on ne connaissait pas non plus le niveau de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Ça a été un très grand match. Et je me souviens de filles, parce que non seulement ils avaient l'image de nous, de filles assez fines, féminines, mais lors du match, elles se sont rendues compte en fait qu'elles étaient face quand même à des filles qui lâchaient rien, tu vois. Donc ça, c'était des souvenirs qui m'ont quand même marqué, parce qu'il y avait une fille, notamment une Australienne qui s'appelle Stéphanie Hancock, en fait, qui est une très bonne joueuse, et qui est hyper carrée en fait. Dans la vie de tous les jours, je crois elle travaille dans la police. Donc elle a quand même un gare à Paris, elle est assez carrée. Elle s'est retrouvée face à une joueuse qui s'appelait Jessica Verret, et qui était hyper fine, qui est une ancienne de Pujol en fait. Hyper fine. Mais tu vois, face à face sur le plaquage, tu vois, Jessica Verret, elle a hyper bien agrippé, elle a réussi à la mettre au sol et tout. Et c'est là où tu te dis, tu vois, on arrive, on n'a peut-être pas en fait le gabarit qu'il faut, ou du moins le même gabarit qu'elle, mais on s'est quand même plaqué, tu vois. Puis des fois, il y a la force. Enfin, des fois, il y a, au niveau de la musculature, il y a la force. Même s'il n'y a pas le volume, il y a la force
dans le corps. Il y a le gainage, il y a... Bref. Ouais. Non, mais t'as entièrement raison. Et je te dis que face à elle, elle s'est pas laissée démonter, Jessica. Elle a plaqué. On avait fait un gros match ce jour-là. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une différence de niveau. Elle, ça allait très très vite. Tout était en place, la structure, ça parlait énormément et tout. Quand toi, t'en es encore un peu à l'action d'avant, quand elles ont déjà fini et qu'elles enchaînent la deuxième action, tout est en place. Et c'est là où tu te rends compte que tu as quand même une différence de niveau. Oui. Mais après, de super souvenirs, on a été justement à Brisbane, on a été voir justement un match aussi. C'était justement la finale de la Coupe du Monde qu'on a eu l'occasion d'aller voir à Brisbane, au Suncorp Stadium. On a fait pas mal de choses en 2008 et on a eu quand même de super souvenirs parce qu'on avait vraiment un très bon groupe déjà. Essentiellement composé en fait des 3 précédents clubs qui étaient Toulouse Ovalie, le 13 Provençal et Pujol. Et puis comme on avait l'habitude en fait déjà de jouer contre, si tu veux, quand on s'est retrouvé en équipe de France, voilà, vous vous connaissiez. Voilà, c'est ça, on se connaissait. Ok. Donc pour rivaliser, tout à l'heure on donnait des pistes. Oui. Il y en a une autre que j'ai notée. Les DS catalanes, elles sont allées faire du 9 en Angleterre. Elles ont été demi-finalistes. Ouais, c'est ça, je pense. Ça a l'air intéressant. Alors, c'est quoi les différences entre 9 et 13? C'est t'enlèves certains postes. Le jeu, il est un peu plus aéré. Le jeu est beaucoup plus aéré. Du coup, tu as moins de joueuses sur le terrain. Tu as 9 joueuses sur le terrain. Donc, ça joue beaucoup plus vite. Ça se joue sur la rapidité. Il y a beaucoup de 1 contre 1 qui se font. Et après, moi je trouve que c'est super ce qu'elles ont réussi à faire en fait, d'aller un peu se confronter aux équipes anglaises. Et ce qui est aussi bien aussi, c'est qu'à 9, tu as la possibilité quand même Tu vas trouver. Cela, je peux pas t'aider. Non, mais si tu veux, de pouvoir rivaliser avec ces filles-là. Pourquoi tu peux rivaliser? Parce qu'il y a moins de joueuses ou parce qu'il y a moins... Parce qu'à 9, tu as moins de joueuses et c'est surtout que tu as moins de postes spécifiques. Alors qu'à 13, tu as quand même une charnière. Si tu n'as pas ta charnière, t'es à 9. Si tu veux, à 9, peu importe finalement ton niveau, peu importe si les filles, à 9, c'est beaucoup plus de 1 contre 1, ça va se jouer sur la rapidité. Si tu te loupes un tenue, si tu te loupes un plaquage, tu vas... Il y a essai derrière, il y a essai derrière, quasi, ouais, c'est ça. Ouais, on dirait du 7, on dirait. C'est pour ça se joue beaucoup plus sur la rapidité. À 13, c'est différent. À 13, déjà 13 filles sur un terrain, tu sens que les plaquages, c'est plus des plaquages à 2, plus des plaquages à 3, c'est plus travaillé, c'est plus maîtrisé. Là, à 9, ça peut vite se jouer, par exemple, sur un 2 contre 1. Où la fille qui est mal replacée en défense, qui est à la bourre, ça crée un trou, tu peux vite, t'engouffrer dedans, quoi. Donc là, tu parlais de plaquage. J'en profite pour dire qu'à 13, j'aime bien les plaquages à 13. Et j'ai l'impression que le rugby à 15, il se cherche en ce moment. Notamment, alors, chez les mecs, ils savent plus comment on doit plaquer, ils veulent plus qu'on plaque à 2. Alors, en même temps, il y a le rugby amateur, le rugby pro, et des fois, les règles sont pas les mêmes. Mais là, tout à l'heure, je crois Sylvain, qui est chez Champion Podcast, pareil, il me dit, il allait voir un match de KD, etc., et l'arbitre, il va mettre des cartons jaunes incompréhensibles. Enfin, vous savez ce que vous avez le droit de faire au niveau des plaquages, c'est spectaculaire et ça rentre dedans. Et c'est ça aussi que j'aime bien. C'est ça aussi que j'aime bien chez vous, c'est vous... Alors j'espère qu'il n'y a pas de problème de commotion, ça je sais pas. C'est le risque. C'est le risque. Je ne peux pas te dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais après, tu as toujours des protocoles, commotion. Et on est de plus en plus aujourd'hui informés, dans les clubs. Et en fait, on parle beaucoup de ça au niveau des clubs. Il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a été faite et qui fait qu'aujourd'hui, une personne qui a pris un shoot, qui a une perte de connaissance ou quoi que ce soit, fait que de suite, il y a un protocole de commotion qui se met en place et derrière, on y fait hyper attention, tu vois.
Et ça touche un peu plus les mecs, j'imagine. Pas forcément. Pas forcément, je te dirais pas forcément. Pas forcément. Je sais que nous, ça nous est arrivé en club là. Cette année, ça nous est arrivé. Une joueuse qui. Une joueuse sur un mauvais plaquage. Le souci est dans le but, qui la sort. Ok. Alors, j'ai 2 questions bonus. Oui. On m'a demandé, Nabila, comment tu vis ton retour en EDF, en équipe de France? Ouais. Alors, comment je vis mon retour en équipe de France? Alors, je vais te dire que post-match, alors super contente d'avoir été sélectionnée, mais j'étais un peu sur la retenue, dans le sens où je suis une ancienne internationale qui intègre une équipe qui est en quelque sorte qui a déjà fait des matchs ensemble, tu vois, qui sort quand même d'une Coupe du Monde, donc tu as quand même un noyau. Moi, je me sentais un peu comme une nouvelle dans une équipe que j'avais déjà connue en quelque sorte. Parce que tu as loupé la Coupe du Monde. Parce que tu n'étais pas en Angleterre, ouais. C'est ça? Je pense que c'est parce que j'ai loupé la Coupe du Monde et parce que... oui, c'est parce que j'ai loupé la Coupe du Monde. Elles viennent de faire un gros événement, t'as pas pu y aller. Ouais, et puis j'ai pas pu vivre tous ces moments-là. J'ai pas pu travailler avec tout le groupe, avec tout le staff. Et ce qui fait que du coup, je me sens un petit peu nouvelle dans cette équipe-là. Okay. Mais après avoir joué le match, finalement, tu te rapproches des filles. Là, il y a eu, j'ai envie de te dire que la moitié des filles, je ne les connaissais pas. Et une autre moitié que je connaissais. Et en fin de compte, après le match contre l'Angleterre, je me sentais plutôt contente d'avoir intégré le groupe. Avant, tu as toujours un peu d'appréhension de savoir déjà si tu vas avoir ta place, comment tu vas être perçu. Tu ne veux pas non plus trop apporter parce que il y a déjà une structure qui est mise en place, donc toi tu es un peu dans l'attente, tu vois, de te dire bon, comment je fais ma place, tu vois, tu te dis tu as quand même un noyau, tu as des filles qui ont un certain statut dans l'équipe, et toi même si tu es expérimenté, tu es capitaine d'une équipe, tu as fait plusieurs fois, tu vois, des matchs. Tu veux pas gêner, tu veux pas, voilà, ouais. Apporter sans gêner. C'est ça, apporter sans prendre trop de place, tu vois, ou sans prendre la place que j'avais à l'époque. Parce que c'est un nouveau groupe, tu vois. T'avais quelle place à l'époque? T'étais un peu plus cadre? J'étais un petit peu plus cadre, j'étais pliée. J'étais pliée aussi, comme ce que j'ai été aussi en équipe de France là, mais comme j'étais un petit peu plus cadre, et puis je connaissais déjà un peu le groupe, donc c'est pas pareil, tu vois. Là t'arrives, c'est différent. Et est-ce que le choc des générations était trop important? J'ai pas de cacher la vérité. Oui, ça l'a été. Je dirais que c'était quand même, t'avais quelques filles en équipe de France qui ont quand même 18-20 ans. Et toi qui en as 35, tu te dis que tu pourrais être leur maman. Et après, ouais, c'est différent, quoi. Quand toi, tu penses à... Quand, tu vois, tu fais le bilan de ta journée, tu te prépares déjà à ta journée du lendemain, tu vois, elles sont pas dans cette même mouvance, cette dynamique. Et puis, des fois, moi, je me sentais un peu, je veux pas te dire has-been, mais j'étais un peu, ouais, tu vois, sur la manière de parler, sur leur connaissance de l'actualité, des choses comme ça. Tu te sens un peu pas dans le move, quoi. Donc ça, ces questions, c'est une Gaëlle. T'as reconnu. Donc voilà, elle en est aussi à... C'était son dernier match, la finale. Et elle a pu faire sa dernière Coupe du Monde, c'est ça, dernière Coupe du Monde. Et elle a fait aussi le match Angleterre et Serbie. Non, elle en a fait aucun des deux. Ah oui, non, ok, elle a été dans les 5 filles qui ont arrêté. Okay. Elle a pris sa retraite internationale, du coup, mais elle a continué en club. Oui. Sur la saison. Ok.
Alors, sur une précédente interview, j'avais une question bonus. Qu'est-ce que tu penses du MMA? Bon, c'est un peu hors sujet, mais pendant qu'on est sur les questions... Sur le MMA, on aime bien faire des questions entre invités. Alors, le MMA, je pense que c'est un sport qui m'aurait plu. Parce que, mine de rien, sur un terrain, j'ai quand même le tempérament un peu d'une guerrière sauvageonne. Mais je trouve quand même ça un peu violent. Plus flou que zen. Ouais. Ok. Et est-ce que tu aurais une question pour un prochain invité ou une prochaine invitée? Notamment, je sais pas si on va avoir d'autres trésistes. D'autres trésistes En fait, j'ai lancé des invitations et j'attends de voir. Ouais, est-ce que tu pourrais... Parce que des fois, c'est pas le bon timing. Des fois, il y a des filles, elles ne voient pas forcément un intérêt. Enfin voilà, faut interviewer la bonne personne au bon moment. Là, sur le coup, je n'ai pas la question. Tu me dis dès que tu l'as? Ouais. Et là, j'ai plein de petites questions. Donc, tu as des horaires. Tu dois bientôt rentrer chez toi. Oui. J'ai plein de petites questions. On va peut-être essayer de faire au tac au tac. Donc là, je me suis noté qu'effectivement, je vais aller du côté d'Albi, du côté des DS catalanes, peut-être même du côté de Bordeaux pour des prochaines interviews. Et je voulais pas que tu me boudes. Parce que je fais pas que des Zoulousaines. Donc voilà, pas de soucis, pas de rancune. Absolument pas. Qu'est-ce que tu penses d'Antoine Dupont qui aimerait faire les Jeux Olympiques à 7? Qu'est-ce que moi j'en pense? Un 15iste qui va jouer à 7, qui aimerait jouer à 7. Alors, moi je suis déjà quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Et j'ai envie de te dire, c'est que du plus, enfin, c'est super en fait en quelque sorte. Okay. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que déjà pour lui, si c'est son choix, si c'est sa volonté de vouloir en faire, déjà tant mieux. Enfin, en même temps, moi qui suis, je pourrais avoir un avis sur ce qu'il souhaite faire. Mais après, je trouve que c'est très très bien. Pourquoi? Parce que ça peut beaucoup apporter au 7, ça peut aussi apporter au 15. Et puis je trouve qu'Antoine Dupont, c'est un très très bon joueur. Tu regardes un peu? Ouais, oui. Jette un coup d'œil. Ah ouais, jette un coup d'œil. Mais après, Antoine Dupont, je trouve que c'est un... Pour moi, il est exemplaire en fait. Moi, c'est ça, c'est l'exemplarité même. Dans le sens où c'est un très bon joueur qui reste très humble, qui est toujours en fait en train de travailler, toujours en train de se perfectionner, et qui pour moi est très exemplaire dans le groupe, dans sa manière de transmettre, dans sa manière aussi de présenter. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très exemplaire, quoi. Okay. Et là, je te donne un autre nom, Didier Lacroix. Ça te parle? Président du Stade Toulousain. Moi, il y a quelque chose que je perçois, que je trouve super intéressant et qu'il faut continuer, je pense. C'est j'ai l'impression qu'il y a une union sacrée entre le Stade Toulousain, entre le TFC et le TO13. C'est-à-dire, quand tu as le Stade Toulousain qui va jouer une demi-finale contre le Leinster, tu as les deux autres clubs qui l'encouragent. Quand tu as le TFC qui va jouer une finale historique contre Nantes, je crois, tu as les deux autres clubs qui l'encouragent, ils s'habillent en rose, des trucs comme ça, tu vois, ils font de la communication. Mais derrière la communication, tu as des mecs qui sont supporters des autres équipes de Toulouse. Et le TO13, je sais pas exactement quel match important ils ont eu cette saison, je sais. Enfin, mais voilà, ils s'encouragent les uns les autres. Est-ce qu'il y a ça chez les filles? Est-ce que tu connais des filles du Stade Toulousain? Est-ce que tu connais des filles du handball? Est-ce que... Je suis pas sûr qu'il y ait ça. Je pense que c'est quelque chose à travailler. Peut-être. Tu as raison. Je connaissais quelques filles en fait du rugby à 15. Je connaissais Manon André. Ok, à Blagnac. À Blagnac, c'est ça. Mais après, si tu veux, non, en fait. Pour être honnête, moi, j'ai pas été voir de match des filles du 15. Moi, je n'ai pas eu de... Enfin, je pense pas avoir vu des filles du 15
venir voir des matchs de 13 ou des filles du hand ou des filles du basket, tu vois. C'est vrai que tu as raison, en fait, on a l'impression un peu de travailler chacune, du moins de faire chacune notre sport dans notre coin, alors que c'est vrai que ça pourrait être... C'est la galère, je pense aussi que c'est la galère, vous avez des conditions d'entraînement compliquées, donc vous n'avez pas le temps, t'as pas le temps d'être trésorière, joueuse, capitaine, spectatrice d'un autre club, plus vie privée. C'est ça. Après, je pense qu'il faut pouvoir aussi, j'ai envie de te dire, pouvoir connaître des personnes qui pratiquent ce sport-là pour pouvoir au moins aller les soutenir, tu vois. Nous, on avait notre ancienne préparateur physique qui faisait du hand à Bruguière. Et on avait été la soutenir sur un match, tu vois. Mais c'est vrai qu'en fait, pour pouvoir aller soutenir, par exemple, une joueuse de volley ou de hand, il faut déjà pouvoir connaître, tu vois, ses filins, en fait, en quelque sorte, tu vois. Et peut-être que c'est ce qui manque aussi, c'est peut-être d'avoir, je sais pas moi, peut-être des tables rondes, ou tu vois, avoir des petites choses qui font qu'on arrive un peu à, tu vois, je sais pas, une journée où on peut découvrir plusieurs sports, et ce qui permettrait justement d'avoir des affinités, ou de pouvoir justement créer un lien social qui ferait que on pourrait avoir ça. Comme dans le foot, le rugby à 13 et le rugby à 15. Sinon, ce que moi j'envisage des fois, c'est j'interview des filles qui sont sympas dans différents rugby. Si elles veulent que je les mette en relation, je les mets en relation. Si j'interview des filles qui font du MMA, comment dire, dans mon podcast, il y a Manon qui fait du Krav Maga, qui est devenue pote avec Jennifer Payet qui fait du MMA, qui va combattre samedi 17. À la base, je connais les deux, elles se connaissent pas. Elles ont fait une photo qui est pour moi un peu symbolique. Elles sont devenues plus ou moins potes. Elles n'ont pas du tout le même parcours de vie, mais peu importe. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ces connexions-là. Alors que ça part d'un podcast où, à la base, le premier épisode, j'ai interviewé mon coach de Krav Maga. Et après le deuxième épisode, je me suis dit, je vais faire du rugby féminin. Mais si je fais du 15, que je fais pas du 13, c'est... je me souviens quand même de ce stage à la FFR 13 et je me souviens il y avait une Alice qui était sympa et qui a été 10 ans capitaine du 13 de France et en fait je me suis dit non, faut que, comment dire, si ce podcast peut servir à créer des liens, ça m'intéresse. Entre différentes disciplines de sport de combat, de self-défense. Ensuite, quand je vois que certains parlent pas assez de sport féminin, ça m'embête. Alors, il y en a qui n'en parlent pas du tout. Et il y en a qui en parlent un peu. Ceux qui en parlent un peu, c'est bien, c'est déjà pas mal. J'ai pas envie de les critiquer eux. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas déjà des interviews de toi ailleurs. Alors, il y en a sous forme papier. T'as jamais fait de podcast? Non. Interview télé, rapide peut-être, ou pas? Non, j'ai fait interview papier, essentiellement. C'est là que je me dis qu'il y a un manque, ou que je me dis, si moi j'ai l'idée, j'y vais. Alors, une petite bonne nouvelle, 13 mondial, je crois qu'ils sortent un podcast. Parole de trésiste. Okay. Il y a 2 épisodes, 2 mecs. Ouais. Je crois qu'il y a Thomas Bosque. Et après, l'autre, je crois que c'est un coach. Je pense que 13 mondial va bientôt inviter des filles. Donc si eux, ils font du podcast et qu'en plus, ils sont pointus sur le 13, c'est génial. Mais voilà, là, je viens de te dire des idées que j'ai par rapport à Champion Podcast. On pourra développer. Je fais une première dédicace, je te laisse 2 suivantes. Je vais te suggérer 2 dédicaces en suivant. Chez Champion Podcast, aujourd'hui, on est 8. On a 4 mecs, on a 4 filles. C'est ce que je voulais. C'est bien de parler de sport féminin, mais c'est bien d'avoir des filles dans l'équipe. T'as raison. Et j'ai une déléguée des championnes, Manon. Donc voilà, dédicace à Manon, notamment. Mais les 3 autres filles aident beaucoup. D'accord. Et mais je pense qu'il y a 2 dédicaces que peut-être toi tu peux faire, parce que tu les connais beaucoup mieux que... Tu peux peut-être nous parler de Sonia, dont j'avais entendu parler. Ouais. Alors, ma première dédicace sera adressée à si t'es d'accord, ou sinon quelqu'un d'autre. Mais... Non, à Sonia, Sonia, ma sœur, avec qui j'ai commencé le rugby à 13 ans, et avec qui on a vécu de très très bons souvenirs.
et avec qui pour moi, enfin voilà, j'ai du mal des fois à jouer certains matchs sans elle parce que on a toujours eu l'habitude de jouer ensemble et je sais que cette année elle n'a pas pu le faire, enfin pas pu s'entraîner ou du moins jouer comme elle l'aurait souhaité à cause de ses études, mais voilà, je souhaiterais du moins au moins poursuivre encore une saison, voire deux, avec elle, à fond encore. On a 2 ans d'écart, donc du coup, ce qui ferait que moi j'en ai actuellement 35, elle en a 33. Mais voilà, je me dis que pour moi, tout est possible et tant qu'on peut, tant qu'on veut, on peut. Et c'est le moment. C'est le moment et pour moi, voilà, faire encore une saison avec ma soeur, ça serait génial. Parce que chaque année on prend et à un moment quand c'est fini, ouais. Donc c'est peut-être le moment ou jamais après. C'est ça, mais je serais contente en fait de pouvoir, je serais encore, enfin, du moins heureuse de pouvoir faire encore une saison avec elle. Et si aussi on arrivait à avoir un titre, ça serait encore fantastique. Et la deuxième dédicace, ça pourrait être pour Alice Varela. J'ai un bon souvenir d'elle. Ouais, Alice Varela, je l'ai toujours trouvée très exemplaire, cette fille, très passionnée, très motivée, avec un sens, en fait, du moins avec, qui transmettait beaucoup en fait de valeurs. Et puis ne serait-ce que vis-à-vis de son parcours, aujourd'hui d'avoir commencé à Pujol, d'avoir ensuite enchaîné à Toulouse au Val 13, d'avoir, ce qu'il faut savoir aussi, une petite anecdote sur Alice, c'est que quand on a commencé en fait quand on a été sélectionné en équipe de France, Alice était 18e. Et puis en fait que 17 filles qui sont sélectionnées, Alice n'avait pas été sélectionnée. Et en fait, je pense que pour elle, ça a été... Enfin, tu vois, c'est... Quand tu vois qu'elle n'a pas été sélectionnée lors de la premier match contre l'équipe de France, bon, elle était jeune, tu vois, mais elle était 18e. Et qu'à l'arrivée, elle finit, elle est capitaine de l'équipe de France, c'est juste exceptionnel, tu vois, son parcours. Donc quand tu vois ça, tu te dis, elle finit en beauté, quoi. La même compétition ? Non, elle a commencé, je te dis, quand on a dû commencer en 2016 ou 2017, c'était notre toute première sélection en équipe de France, elle était 18e. Alice Varela. T'es sûr que des fois tu me dis 2016, t'es sûr que c'est pas 2006 ? Oui, 2006, excuse-moi, je suis des bêtises. Oui, tout à l'heure aussi, pardon, mais peu importe. Excuse-moi, 2006, 2007, ok. 2006, excuse-moi. Oui, parce qu'on a joué en 2008 en Australie, donc 2006. Ok. 2006 et elle est 18e sur un match ou sur une compète où ils lui disent reste... Elle est 18e sur un match, contre un test match contre l'Angleterre. Ok. Et tu vois, à force de travail, de persévérance, elle finit capitaine de l'équipe de France, tu vois. Donc tu vois, vis-à-vis de son parcours, je trouve que c'est génial. Est-ce qu'il y a d'autres dédicaces que tu aimerais faire ? Je pourrais en faire plusieurs, mais je vais en faire, je pense à 3 personnes qui me tiennent à cœur. Alors je vais les citer, donc c'est Laure Soubiran, donc, avec qui on a commencé le rugby à 13. Françoise Vincent, pareil, elle qui était maman du coup de 3 enfants, qui est aussi actuellement présidente du club de plaisance de Touche, qui s'occupe beaucoup des enfants et des écoles de rugby. Et la dernière, c'est Francine Mény, du coup, notre CPE, avec qui nous a motivés, qui venait nous chercher à l'époque aussi pour nous amener aux entraînements, qui venait nous chercher pour aller jouer les matchs. Elle a joué là ? Non, Francine n'a pas joué. Elle faisait partie en fait du bureau de Toulouse au Val 13. C'était une dirigeante. Elle n'a pas joué, mais elle a toujours été présente pour nous. Ça a été un peu comme une maman dans le club. Et en fait, pour moi, c'est 3 belles personnes qui ont beaucoup œuvré pour le rugby à 13 féminin et qui m'ont beaucoup marqué en fait. Ok. Voilà. Ok. Pour finir, est-ce qu'il y a des personnalités ou des sportifs ou sportives qui t'inspirent ? Oui. J'ai une personnalité, donc c'est une femme, oui. une tennis woman, si on peut dire,
et c'est Hans Jaber. Donc, Je connais pas. joueuse de tennis qui représente la Tunisie, Ok. du coup, Ok. et qui a eu un très beau parcours en fait au fur et à mesure de ses compétitions, et notamment à Roland-Garros sur les dernières années, et qui a un très beau discours vis-à-vis des femmes sportives issues en fait de l'Afrique et du Maghreb en quelque sorte. Et pour moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est très inspirante et qui a un très beau parcours et qui s'est beaucoup battu pour pouvoir jouer au tennis. Est-ce que tu veux expliquer? Parce que, alors, je la connais pas, je sais pas quel discours elle a. Ouais. Elle a tout simplement un discours. Alors, c'est quelqu'un qui s'exprime déjà très très bien et qui a toujours de très belles paroles en fait pour les femmes, de façon générale, qui souhaitent justement qu'il y ait une égalité entre hommes et femmes, qui pousse justement les jeunes filles à s'intéresser au sport de façon générale, au tennis, et surtout aux femmes issues si je peux dire, du Maghreb, de l'Afrique, parce qu'elle elle est originaire de la Tunisie. Et je trouve que voilà, elle est très inspirante, très motivante. Et pour moi, c'est un exemple, un exemple d'une sportive. Ok. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais aborder avant que je te libère ou que... Peut-être la saison prochaine, 2023, 2024. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Tout simplement qu'on recrute pour la saison prochaine. C'est l'occasion peut-être aussi d'en parler. Enfin, on recrute tous les ans. Oui. C'est voilà. Donc nous, on a des objectifs pour la saison prochaine et on est beaucoup en phase de recrutement là déjà pour les mois à venir. Au niveau de la formule du championnat, on va sur une poule unique, donc plus de poules hautes, plus de poules basses. Donc ce qui fera qu'on aura énormément de matchs, plus d'équipes engagées, donc ça signifie aussi plus de matchs joués. Qu'on envisage de faire une entente justement avec le Toulouse Olympique, donc ça va renforcer le rugby à 13 féminin et moins à Toulouse. Et que nous on souhaite développer le rugby à 13 féminin aussi de par la création d'une section minime cadette. Ok. Voilà. Donc on est sur un peu tous les fronts, mais on a vraiment à cœur de perdurer, de développer le club et le rugby à 13. J'ai prévu de suivre votre saison. Oui. Donc je m'intéresse à plusieurs clubs et notamment plusieurs clubs féminins et je jetterai un coup d'œil. Écoute, c'est avec plaisir. En tout cas, on te dévoilera notre calendrier et on espère pouvoir te voir lors des matchs. Ce serait un plaisir, en tout cas, de Il est pouvoir... comment ce calendrier? Parce que tu rigoles, je sais pas, parce qu'il y a tout type de calendrier. Je sais pas, pour l'instant, on n'a pas encore d'aperçu du calendrier. Mais dès qu'on l'a, je te le ferai parvenir. Comme ça, si les matchs à domicile, ce serait super de pouvoir te voir, te présenter aussi aux joueuses, que tu puisses les rencontrer, que tu puisses surtout voir aussi comment on joue à tous les événements. Ça serait un plaisir de pouvoir te voir et qu'on puisse déjà aussi profiter de la troisième mi-temps. Merci Nabila. Avec plaisir, merci à toi. Merci, au revoir.